Ben, on est lundi, le 9 décembre. Bienvenue en prenant votre café. J'ai enregistré avant de partir de Québec parce que j'avais une grosse journée hier. Il y avait notre party des débatteurs. Donc, bon lundi, bon lundi. Trump qui est à Paris, on va jaser de ça un petit peu. Une fraude économique au Vietnam, il n'y a pas que le POC. Qu'est-ce que j'ai marqué? Post Canada. On va parler de Post Canada. Encore le Post Canada. Hein? La pause sur la TPS, Freeland s'est fait questionner. Des 10 mesures d'austérité au Québec. On est rendu qu'on fait de l'austérité. Gilbert Rozon devant la cour à partir d'aujourd'hui. Je vous reparle encore de Hot 2 Girl avec son même coin et la montée de cette fille-là et la descente. Hein? Donc, on va parler de tout ça et des internets. Non, c'est un mot qui existe pour vrai. L'or au Bitcoin. Hein? Qu'est-ce qu'on utilise? Ketchup Heinz, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? TikTok, qui va probablement disparaître cette fois-ci. Le prix des restaurants et la disparition des grandes chaînes. Il y en a eu 14 déjà aux États-Unis cette année. Oh, ils disent tout le temps quand il fait chaud de faire attention aux vieux. Des chiffres. J'ai des chiffres. Merci. Oh, là, il vient de casser mon crayon. Hein? Pas dans mon bureau. Ben, bon. Pendant que j'arrange mon crayon, ben, faites un like, vous abonnez, me dites bonjour. Bon, le crayon, il est mouru. Ben, excusez-moi, des problèmes techniques. Mais, je m'excuse de ce contretemps. Et Trump est à Paris. Ça va à peine, là, j'ai pas accès à mon ordinateur, là, mais ça va à peine que vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que, écoute, s'il voulait dominer, il aurait pas fait mieux que ça, de dominer tout le monde. Hein? On le voit, puis il est allé voir aussi, ben, on le voit avec Macron, François Legault qui est avec, pour voir si François Legault, soyons honnêtes, a parlé de Trump des tarifs. Hein? C'est juste un photo-op. Il se présente, il s'en la main, puis il passe à autre chose. Pensez-vous vraiment que François Legault a eu la chance de parler de tarifs avec euh, avec Donald Trump? Il faut être réaliste, là. Hein? Ils sont dans un souper. Il y a des moments, même moi, là, mettons là, que je suis dans une rencontre d'un 5 à 7, là, puis vous venez me voir, hey, je veux te parler de toi, là, quelque chose, j'ai une conférence, j'ai un projet. Les chances que vous m'écoutiez, que je vous écoute sont nulles. Donc, vous pensez que Trump est là pour faire des alliances? Trump est là pour montrer sa dominance. Si vous doutez de ça, juste allez voir la façon qu'il prend la main à Donald Trump, la façon qu'il tape sur l'épaule aussi le prince William. Tu sais. Techniquement, là, selon le protocole, puis Louis Garneau avait déjà fait un faux pas en mettant la main sur l'épaule de la reine. Bon, ils se prennent pour d'autres, on s'entend, là, mais techniquement, tu touches pas à la royauté. Lui, il tape pas de ça. Là. Ouais, c'est une tape sur l'épaule. T'es un bon kid, toi. Il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Là, ben, là, tu ne me feras pas suer parce que tu as du sang royal. Là, mais c'est ça, hein, la domination de Trump. Tout le monde veut être à côté de Trump. La chose que je me questionne, mais qu'est-ce qu'Elon Musk a fait là-bas? Comment Elon Musk peut avoir une invitation pour aller, là, je veux bien croire que c'est l'homme le plus riche de la planète, là, je veux bien croire ça, mais quand même, il se fait inviter pas mal partout, hein, juste montrer sa puissance quand même, c'est assez impressionnant, il y a François Legault qui a pris une photo avec, là, on a parlé d'intelligence artificielle, écoute bien, là, hein, Elon Musk n'a rien à cirer de François Legault, puis c'est rien de mal, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Puis on va se le dire, là, François Legault, son anglais, il est plus qu'approximatif. Là. Donc, tenir une conversation avec François Legault, bah, faut, ça mettra en perspective. Ce qui est drôle, c'est que Donald Trump est allé s'asseoir avec le prince William pendant 45 minutes à l'ambassade britannique. Et ce qui est drôle, c'est parce que son frère, qui habite Harry, qui habite aux États-Unis avec Meghan, euh, Harry aurait menti sur l'usage de drogue. Techniquement, il n'aurait pas le droit de rentrer aux États-Unis.
Donc, il a peur de se faire déporter, donc pas déporter, mais se faire sortir des États-Unis. Donc, pendant que Trump parle avec le frère, l'autre a peur de se faire sortir de la place. Donc, c'est pour ça qu'il s'est acheté une maison au Portugal. Si ça vous tente de faire une fraude économique, là, faites-le ici au Québec. Hein? Essayez pas d'aller faire ça au Vietnam. Il y a une femme qui a fait ça au Vietnam, mais pas une petite fraude, là. 38 milliards de dollars est condamné à mort. C'est quand même 3% du PIB du Vietnam. Ce que le Vietnam lui demande dans sa fraude, elle s'est enrichie de 12 milliards. Donc, son enrichissement personnel à elle, c'est de 12 milliards. Vous dites, regarde, c'est soit que tu rembourses 12 milliards et tu as la prison à perpétuité ou tu es morte. C'est comme ça. Sérieux en tabarnouche, hein? Sérieux. Bon, moi, je suis pas pour ça, là. En passant, moi, je suis zéro pour ça, mais quand même, hein? Quand même, ils entendent parler du tout ici. Ici, là, qu'est-ce qui arrive avec vraiment les grandes fraudes, là? Hein? Dans ma prison, 2 ans moins un jour, là. Il n'y a pas de grand temps de fait ici, là. Je pense pas qu'il y ait des 25 ans puis perpétuité. C'est pour des crimes. Encore, regardez Paul Bernardo qui a demandé de pouvoir sortir, que c'était refusé, là, une libération conditionnelle, mais quand même, hein, ça niaise pas que ça au Vietnam. Et quelque part, tu sais, des fois, il faut que tu sois sévère. Là, je trouve ça trop sévère, là, mais il faut que tu sois sévère pour ne pas permettre ça. Penser que tu peux pas t'en sortir. Si les gens pensent qu'ils peuvent s'en sortir, il y a des gens là qui sont prêts, s'ils voient qu'ils vont avoir quelques années de prison, il y en a qui sont prêts à faire de la grande fraude pour ça. Puis ils se disent, gars, je vais faire de la prison, puis après ça, ben, bingo, j'ai la paix, je me suis enrichi, puis bingo, je peux faire ce que je veux. Comment il s'appelait, Lacroix? Si les règles étaient si sévères, Lacroix n'aurait pas été tenté. Il faut que tu mettes ça extrêmement sévère. Puis on le voit avec toutes les fraudes, avec ben là, il y a des gens qui utilisent mon nom, celui de Marie-Pierre Morin, Normand Brathwaite, pour essayer de vous frauder. On a eu l'autre gars aux États-Unis, quand même, FTX, hein, qui a 25 ans de prison. Il faut que tu sois extrêmement sévère et le plus rapidement possible. Ici, ça prend des éternités. Hein. Je reparle de Post Canada dans un contexte de compétition. Post Canada compétitionne, qu'on le veuille ou non, hein, avec GLS et toutes les autres. Post Canada, en 2019, avant le lancement du boom du commerce électronique, qui était là un petit peu avant, mais qui s'est lancé, tu sais, en 2018, lorsqu'on s'est lancé en affaires, là, on n'avait pas du tout. Et personne livrait du sirop d'érable avant nous. Peut-être un peu, mais c'était marginal. Hein, c'était plus réservé aux entreprises, mettons, japonais qui voulaient acheter du sirop d'érable, donc ils pouvaient l'acheter sur un site. Mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Vous pouvez tout acheter maintenant en ligne, là. Donc, ça a changé beaucoup le commerce. Donc, il y avait 62% d'un marché qui n'était pas si gros que ça avant. Et en l'espace de 5 ans, leur part de marché a tombé de 29%, alors que ça a augmenté beaucoup. Eux autres, leur part de marché a diminué. Il y a eu de la concurrence. Mais comment la concurrence vient au jour? De lacunes, d'opportunités. Donc, la façon de faire de Post Canada ne satisfait pas. La même chose que Uber est arrivé dans le portrait. Vous avez l'industrie du taxi, ça ne nous satisfait pas. Donc, on choisit des alternatives. Ils ont laissé les alternatives, puisque c'est un modèle lourd, c'est un modèle gouvernemental, un modèle anticapitaliste. Le Post Canada ont laissé la concurrence s'installer. Ils l'ont laissé s'installer jusqu'à temps qu'ils deviennent moribonds et la seule chance de survie était que le gouvernement éponge les déficits, tout simplement. Ce qu'il ne fait pas, il y a un fonds de pension. Donc, quand tu pars de 62% à 29% des parts de marché, il y a un gros problème. Un énorme problème. Deuxième chose, le coût d'opération. Le coût d'opération de Post Canada, donc à l'interne, traiter du courrier, des colis. Donc, chaque dollar qui est rentré coûte 60, ben, c'est 65 piastres de l'heure que ça coûte par employé chez Post Canada. Chez UPS, FedEx et toutes les autres, on parle de 40 piastres de l'heure. Et chez Intellicom, où les livreurs livrent avec des bazous, là, c'est 25 piastres de l'heure. Donc, on s'entend qu'Intellicom, qui fait affaire avec Amazon, leurs coûts d'opération sont très bas.
un peu trop bas là, pour des standards là, d'industrie, là. Mais Post Canada, il est 25$ de plus cher que ça coûte. Comment voulez-vous qu'il soit compétitif? C'est impossible. Donc, comment qu'on peut sortir de cette grève-là et diminuer les coûts d'opération, être plus flexible, venir chercher les colis de façon systématique sans qu'on prenne de rendez-vous, comme avec tout le monde? Comment Post Canada peut se réinventer au sortir de cette grève-là? C'est impossible. Je ne vois pas comment Post Canada peut s'en sortir. Regardez, on pourrait dire, on pourrait monter les timbres, ce qui est une option. On peut monter les timbres. En Grande-Bretagne, ils ont monté le prix des timbres, justement, parce que les coûts d'opération sont élevés, puis tout ça. Ils ont monté le coût des timbres à peu près à 2$. Les lettres, là, on est en train d'envoyer des lettres de Noël un peu, là. On diminue de 40%, puis les colis aussi. Pas les colis, mais les lettres à la poste. Dès que tu montes, il y a un juste prix, même pour les timbres, là. La même raison pourquoi vous n'allez pas acheter un paquet de cigarettes, pas un paquet de cigarettes, un paquet de gomme au comptoir d'un dépanneur, c'est le prix trop élevé qui dépasse ce juste prix. C'est la même chose avec les timbres et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ils ne peuvent pas monter les timbres. On va utiliser de moins en moins le courrier. Vous faites vraiment confiance à votre syndicat à ce point-là, dans des entreprises, pour vous amener dans des situations comme ça? Il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'être intelligent comme contrebalancer le syndicat pour dire, attends un peu, là. Hein? Peut-être que faudrait peut-être proposer autre chose à notre employeur qu'une grève, là. Ça se congédie-tu, les syndicats? Sincèrement. Hein? Christophe Freeland qui a augmenté la semaine prochaine, en plus du bordel qu'on doit livrer, qu'on doit faire, on doit aussi ajuster la TPS TVQ dans la nuit du 13 au 14. Christophe Freeland, c'est frotter un bureau du Sénat, un comité du Sénat pour expliquer les avantages, comment ça se fait. Ils n'ont fait aucune étude. Elle s'est faite ramasser par le comité des sénateurs. Puis on peut le voir hein, dernièrement, les sénateurs qui jouent leur rôle un peu plus de chien de garde, de poser des questions et de ne pas faire des choses à l'aveugle, comme le projet de loi sur la gestion de l'offre qu'ils ont refusé à date. Là. Mais Christophe Freeland n'a pas été capable de répondre. La seule chose qui a été capable de répondre, c'est un restaurateur qui a dit ben ça va être bon pour nous autres. Elle a répété ça 3 fois pendant le comité. Et c'est sûr que peu importe si ça coûte moins cher pour les restaurateurs, c'est sa seule explication. Pas d'études, pas de voir combien d'argent les gens vont dépenser de plus, est-ce que ça va contrer l'inflation. Ça, c'est le ministre des Finances qui dit hey, on va faire ça. Je veux bien croire que de prendre le temps de faire des études, mais de faire une analyse, de voir, regarde ce qui se passe comportemental lorsqu'on fait quelque chose. Je viens de vous parler du juste prix. Hein, ils n'ont pas regardé ça du tout, du tout, du tout, mais ils vont nous imposer une lourdeur administrative énorme pour 2 mois et ils n'ont aucune étude autre qu'un restaurateur était content. Rien sur les retombées. Rien du tout. Au Québec, il y a 10 mesures d'austérité dans le journal La Presse. Des affichages suspendus. La STM, moins 100 millions. Fini les subventions à l'auto électrique. Moins d'aide aux entreprises. On appelle ça de l'austérité. L'augmentation des dépenses du gouvernement est de 6,5% par année. C'est devenu spirale. Déficit de 11 milliards. On va me dire que c'est de l'austérité. Et si on appelait ça de la bonne gestion? Parce que là, on capote. Hein? Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, puis on touche au domaine de la santé, les gens capotent. Capotent bien raide lorsqu'on touche au domaine de la santé. Ça se peut que dans certaines places, il y a du gras, puis il y a d'autres places qui il y a des pertes. Il y en a. Ça se peut qu'il y ait trop de gens dans l'administration. Ça se peut qu'il y ait des infirmières qu'on a promues à un poste administratif, qu'on va la ramener sur le plancher, puis là, on a besoin d'en embaucher moins. Tout ça est possible. Ce n'est pas de l'austérité. Pas avec 11 milliards de déficit. L'austérité, là, ça serait de faire comme Ravier Milliaille fait. De mettre la hache partout. Tu coupes trop, tu reviens en arrière après. Puis au point où on en est là, avec notre système de santé, là, tout ce qu'on essaye doit être salué. Okay? La STM, moins 100 millions. La STM a une convention collective qui ne peuvent pas mettre personne dehors qui a été signée en 2018. Sincèrement, la STM n'a pas trop de staff.
Je rappelle que dans la STM, si un cadre se présente dans les garages, il va manger le volet. En 2024. Vous pensez que la STM a trop d'argent? La STM, pourquoi qu'elle ne se marie pas avec la Société de transport de Longueuil et de Laval pour n'en faire qu'une seule? Vous pensez que la STM a trop d'argent puis que les autres sociétés de transport? La STM est gérée par un croupier. Aucune expérience de gestion de grandes entreprises. Hein? On peut continuer comme ça. Ce n'est pas de l'austérité. C'est de la gestion et on en veut encore plus parce que chaque dollar qu'on accumule sur la dette, c'est notre argent à nous autres. Le gouvernement n'a pas d'argent autre que notre argent qu'on donne en impôts, qu'on donne en tickets, qu'on donne en TPS, TVQ, dans le cas du gouvernement du Québec. Donc, il n'y a pas une scène. C'est notre argent qu'on lui demande de bien le gérer. Fait que les journalistes, là, arrêtez de faire des campagnes d'austérité, c'est pas de l'austérité. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Qu'est-ce que le gouvernement a fait avec 400 organismes pour aider le chômage, alors que le chômage, c'est fédéral? On parle d'incursion dans le domaine. Dès que Trudeau veut donner de l'argent puis il veut dire comment le dépenser au provincial, il dit hey, c'est mon domaine, mets toutes tes affaires, donne-moi l'argent, on va m'en arranger. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral accepte qu'il y ait 400 organismes pour le chômage au Québec? À un moment donné, il y a un grand ménage à faire partout, partout, partout. Gilbert Rozon, que j'ai rencontré la semaine passée sur la rue et que je ne voulais pas rencontrer, bien, son procès commence aujourd'hui. Lui, il est accusé au criminel, mais il y avait un doute raisonnable. Donc, dans le système de justice criminelle, le doute raisonnable a sa place et on le veut. Hein? Malheureusement, dans des cas, hein, c'est évident, mais il y a un doute. Donc, il est acquitté là-dessus, donc pas de danger qu'il fasse la prison. Mais il peut se faire poursuivre au civil et là, c'est pas la même chose. Donc là, c'est ça, c'est ce qui rentre. Il y a 9 personnes. Il aurait pu avoir 9 procès séparés. Ils ont décidé de le jumeler en un seul procès. Et là, ça commence aujourd'hui. Donc, il demande de l'argent. Il dit, OK, parfait, tu ne iras pas en prison, mais on va te laver. Donc, hâte de voir comment ça va coûter, combien de temps que ça va durer. Et c'est pour ça qu'il est à Montréal, parce que quand je l'ai rencontré, c'est pas mon ami, là, je l'ai rencontré par hasard, là, par pur hasard, sur la rue, et je voulais pas lui dire bonjour. Mais il me dit bonjour. Il est quand même il est quand même spécial. Parce que, tu sais, moi, je me cacherais, là, mais lui, il se promène ouvertement. Son droit. Il a l'air à s'en foutre un peu, là. Mais, donc, on va voir comment ça va coûter. Hein? À la fin, il va y avoir un procès. Et il risque probablement de perdre quelques millions au passage. Mais ça y appartient. Mais bref, on va en entendre parler pas mal, pas mal, pas mal. Je vais marquer mon temps. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous reparle encore de la Hawk 2 Girl. Parce que ça reste un phénomène né des réseaux sociaux. J'en ai parlé hier, j'en ai parlé un petit peu avant. Elle est né des réseaux sociaux. Bon, vous connaissez son histoire. Puis là, ils ont dit qu'elle était pour être un feu de paille. Elle s'est fait inviter, ça coûtait 30 000 pour l'inviter quelque part, pour qu'elle fasse apparition. Il donnait 30 000 elle a lancé un podcast qui est devenu le 5e podcast le plus écouté aux États-Unis ou dans le monde. Donc, il y a un phénomène d'accrocher avec cette fille-là. Il y a eu beaucoup de meme coins, donc des faux coins en son nom. Puis elle a décidé qu'elle en lançait un mercredi. Et ben, ça a tombé. Un rug pull. L'équipe a empoché, puis les gens se sont fait avoir. Maintenant, c'est ça le danger. Maintenant, il y a comme on a parlé beaucoup des mâles alpha, mais il y a une nouvelle patente qui est Internet. Les Internet, c'est des sachets de nicotine, les ZYN. On a ça ici au Canada. Et dans le fond, c'est les gens prennent ça pour l'hyperproductivité et l'optimisation de soi. Donc, elle rentre dans un mouvement de gens qui la suivent, qui ressemble à ça, selon la journaliste de la presse, qui publie un article dimanche sans mentionner qu'elle vient de fourrer tout le monde avec son même coin. Donc, elle n'est pas à jour. D'après moi, son article a été écrit avant que la nouvelle se sache ou elle n'a pas fini de lire les nouvelles regardant ça. Donc, il manque un bout un peu. Maintenant, ceux qui ont acheté, et c'est ça là, qui se passe en crypto, les gens veulent être riches overnight. Quand tu achètes un même coin de quelqu'un comme ça, qui sert à rien, puis il y en a eu un paquet qui ne servent à rien, qui ont défini leur valeur par la suite, ben tu cours peut-être après le trouble. Hein? Tu cours peut-être après le trouble
et t'as l'air bozo, si t'as mis tout ton life saving là-dedans, ben, t'es un peu cave, là. De croire en ça, de croire en elle, et c'est pas une analyse financière. Et tu sais, quand je vois ça, parce qu'un jour, j'aimerais ça, avoir mon propre coin pour les récompenses sur le site. Mais avant d'embarquer là-dedans, puis qu'il y ait des choses comme ça, il faudrait que ça soit régi. Hein, que ça soit régi par ici, ben par le, par, voyons, j'ai un blanc, là, voyons, voyons, ceux qui protègent, là, autorité, le marché d'autorité financier. Donc, qui protège ça et que ce soit bien fait, que ce soit fait selon les règles de l'art et que les gens derrière sont connus puis qu'ils ne peuvent pas faire des foleries de même de vendre les actions. Mais tu sais, regardons ça à un angle plus grand, là. Lyon électrique, Marc Bédard, là, que pendant que le gouvernement pompe des subventions dans cette industrie-là, et lui retire son argent, on est-tu à peu près dans le même pattern? Hein? Oui, c'était l'autorité des marchés financiers que je cherchais. Est-ce qu'on est dans le même pattern? La réponse est oui. Hein? Il avait le droit de vendre ses actions. Mais est-ce qu'il avait le droit de vendre des actions quand le gouvernement pompe d'argent là-dedans? La réponse morale est non. La réponse légale est oui, il avait le droit, selon les règles qui avaient été mises en place. Mais c'est là qu'il faut mettre des choses en place. Parce que là, Lyon, on se ramasse avec rien. Puis on a un dirigeant qui a 50 millions d'impoches, que sa job n'est même pas en danger. Pas besoin d'aller bien, bien loin, pas besoin d'aller en crypto pour voir des fois qu'on se fait avoir en pleine face. Là, hein? Finance. L'or ou le Bitcoin, il y avait une grande réunion sur l'or la semaine passée, puis est-ce que l'or va continuer sa progression? L'or a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai du Barrick Gold que j'avais payé 27$, ça en vaut 17$, je vends ça cette semaine, ça va me faire des pertes. J'aime pas faire des pertes, même donné, je tourne, faut tourner. Et tout ça pour dire que c'était plus intéressant, ça aurait été plus intéressant que j'achète le fonds basé sur l'or au lieu d'acheter une compagnie. Et c'est ma philosophie. J'ai des fonds, des actions gérées par des entreprises, par moi, ben, pas par des entreprises, par mes conseillers financiers. Ça reste. Mais perso, j'ai mon propre perso. J'investis dans le IBIT et dans le ZSP. C'est mes deux grands fonds que je mets de l'argent dedans. Maintenant, euh, j'ai encore du vestige. J'ai comme Coca-Cola qui va moins bien depuis que Trump est arrivé. Là. Mais est-ce que l'art va continuer? Personne ne le sait. Puis vous me le demandez, puis moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est si tu y crois, tu n'achètes, si tu y crois pas, tu n'en achètes pas. Qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va être, je dis qu'est-ce qui va être, hein? Qu'est-ce qui va être le futur des réserves financières? Je regarde Vancouver qui veut avoir une réserve de Bitcoin. Je regarde le Salvador. Je regarde Trump qui parle de plus en plus. On parle de moins en moins de réserves d'or. Donc, à long terme, si vous avez à choisir de miser sur un cheval, sur lequel tu mises, l'or ou le Bitcoin? Les vendeurs d'or, okay, ceux qui croient à l'or, qui ont fait richesse là-dedans, ils disent, ouais, mais le Bitcoin, c'est encore trop nouveau par rapport au marché de l'or qu'il ne disparaîtra pas. La Chine achète beaucoup d'or. Et ils comparent, ben, c'est comme si tu comparais Maurice Richard ou Wayne Gretzky à Connor Bedard. Il n'y a qu'une mauvaise saison passant cette année, là, si vous suivez le hockey. Je ne le suis pas beaucoup, mais assez pour voir que je ne le vois pas dans les faits saillants. Donc, je comprends que sa saison n'est pas comme l'année passée. Mais c'est ça. C'est encore très, très, très nouveau. Il peut y avoir l'Ethereum qui va prendre le relais. Il va peut-être en avoir un autre. On ne le sait pas. C'est pas encore établi. Il a monté beaucoup à 100 000. Est-ce qu'il va se maintenir là? Personne ne peut le savoir. L'or, est-ce qu'il peut se maintenir comme ça? On ne le sait pas non plus. Ça reste de la spéculation. Et ça reste deux moyens de spéculer. Tu peux spéculer sur l'or ou le Bitcoin. J'ai choisi, moi, de spéculer plus sur le Bitcoin, mais les gens disent que tu dois être 10%. Non, non, j'ai 0,001% de mon portefeuille en Bitcoin. Là. Ça reste, est-ce que je devrais miser plus là-dessus? Je suis ailleurs. Peut-être, si j'y avais cru il y a 10 ans au Bitcoin, ce que je croyais pas, oui. Mais là, on est avancé. Est-ce que le Bitcoin s'en va à 8 millions? Ben, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est pas la rareté, c'est la demande. Faut pas voir la rareté comme étant un ingrédient qui va faire que le Bitcoin va monter parce qu'il y a seulement 21 millions de Bitcoin potentiels en circulation. Et si tu crées des réserves, tu crées de la rareté, c'est la demande. C'est juste ça. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ça?
Hein? Est-ce qu'on est dans une bulle? Oui, non, who cares? Hein? On investit pour le long terme. Et j'en avais déjà parlé, mais il y a un article qui est ressorti là-dessus. Si on investit et on essaie de timer le marché, ben, il y a 2 ans, on n'aurait pas investi dans le marché du américain parce qu'il y avait eu connu, en tout cas, une belle année. Donc, si on était resté sur les lignes de côté, on aurait dit non à 30% du marché. Maintenant, il y a quelqu'un qui a sorti une étude, pas une étude, tu sors des chiffres. Si tu avais investi au plus haut niveau de chaque bulle qu'on a eue, donc mettons, tu aurais investi au plus haut niveau de la bulle Internet et là, ça crache. À court terme, tu l'arraches un peu. Mais si tu regardes depuis l'an 2000 à aujourd'hui, tu as investi au pire niveau là, du S&P 500. Le plus haut niveau du temps. Aujourd'hui, tu as un rendement moyen de 6,6%. Considérant que tu aurais laissé ton argent là dormir tout le long, le couch potato. Donc, tu aurais eu un rendement de 6,6%. Donc, tu n'aurais pas perdu. Au pied de la COVID, juste avant que ça crache avant la COVID, tu aurais un rendement actuel, donc à partir de 2020, de 4 ans, de 11,1%, ce qui est excellent. Donc, tout ça pour dire qu'essayer de comprendre le marché, c'est une perte de temps. Si tu investis sur un horizon de 20 ans, 30 ans, même moi, je suis encore sur un horizon de 20 ans puis 30 ans. Donc, on ne sait pas si on est dans une bulle, on va le savoir juste après. C'est quand elle va tomber. C'est dangereux, bien évidemment, mais les gains que j'ai faits vont surpasser les pertes potentielles que je pourrais avoir quand même qu'il y aurait un crash du marché, même de 50%. D'un, il va récupérer une grande partie du marché qui va récupérer en dedans de 78 jours à peu près. C'est à peu près ça. Mais quand même, hein? C'est vous qui décidez et de vivre avec le temps. Laissez le temps faire les choses. C'est ça, la bourse. Il n'y a pas de secret, c'est le temps. Ketchup Heinz. Ketchup Heinz, ben, la demande est de moins en moins là mondialement. Les ventes diminuent parce qu'il y a de la concurrence et les ventes diminuent de 2,8%. L'action va pas tellement bien quand on regarde, mais Heinz a décidé de faire un grand virage vers l'automatisation, que ce soit faire pousser les tomates. Et ils ont robotisé ça, ils ont modernisé ça et ils ont déjà fait, dans le courant de l'année, 1,1 milliard d'économies. Et c'est là que l'intelligence artificielle arrive, parce que l'intelligence artificielle est capable de choisir les bonnes tomates, les cueillir au bon moment, les arroser au bon moment. Donc, des entreprises, et c'est là que, tu sais, la bulle Internet, intelligence artificielle, ça dépend comment on l'utilise. Heinz l'utilise parce qu'il dit, regarde, mes ventes stagnent, ils vont même en diminution. Comment je peux garder une profitabilité? Ben, il reste une seule chose, c'est d'améliorer les dépenses, d'avoir de moins en moins d'employés et d'avoir de moins de pertes possibles. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils ont déjà économisé 1,1 milliard et ils visent d'ici 2027 d'économiser un autre 2,2 milliards. Ben, allez voir l'action quand même, elle ne monte pas trop. Tu sais, ça reste assez stable, mais il reste que l'entreprise fait tout ce qu'elle doit faire pour être capable de continuer à progresser dans un monde en décroissance, parce que c'est ça leur cas. Donc, c'est intéressant de voir, et c'est ça qu'on veut voir dans nos entreprises. Augmenter la productivité, c'est ça. Mais c'est une entreprise américaine qui fait ça. Donc, elle achète, ici, ils sont ici au Canada aussi, ils achètent leurs tomates, je pense, il y a toujours un scandale par rapport à ça, hein, leurs tomates de l'Ontario. Mais intéressant. TikTok. Pourquoi TikTok est intéressant? Pourquoi que les influenceurs capotent en fin de semaine? Parce que là, aux États-Unis, ça risque de plus en plus de ne pas passer et banni des États-Unis. Est-ce que Trump, quand il va arriver, va le remettre? Il reste qu'il y a un grand risque pour les États-Unis pour 1000 raisons. Mais l'algorithme, pourquoi que les entreprises aiment l'algorithme de TikTok? Parce que on se fait découvrir sur TikTok. L'algorithme fait que, à un moment donné, on va être présenté à d'autres pages autres que ceux qui nous suivent. L'algorithme de YouTube, de Facebook, lorsqu'on fait des lives, est moins comme ça. Moi, je fais des lives tous les jours sur Facebook. L'algorithme est présenté aux gens qui me suivent, surtout à ceux qui interagissent beaucoup, parce que j'ai 150 000, j'ai toujours à peu près 300 personnes. J'ai pas 4000 personnes sur mes lives, là. J'aimerais ça, mais l'algorithme ne le permet pas, hein, par rapport au nombre de gens qui me suivent. Sur YouTube, ben, j'en fais maintenant à midi et demi des lives la semaine et l'algorithme est encore pas assez évolué comme TikTok. Donc, malgré l'arrivée de TikTok,
Et pourquoi qu'on n'aime pas TikTok à travers le monde? Parce qu'il crée une dépendance, entre autres. Eux autres, aux États-Unis, ont plus peur là, d'espionnage. Mais malgré l'argent qu'ils ont, et YouTube et Facebook n'ont pas été capables de développer un algorithme lorsqu'on fait des lives, de changer l'algorithme pour que on ait de la nouveauté, de nouvelles personnes qui se présentent et qui aident la business. Et c'est pour ça que les business vont se lancent sur faire des lives TikTok parce que c'est payant, c'est rentable et on veut découvrir. Une entreprise a du succès lorsqu'elle est capable d'avoir des clients récurrents, puis une batch de nouveaux clients aussi. Donc, on a besoin des deux et TikTok est magique pour ça, tout simplement. Les autres vont faire du travail, là, ils vont venir à faire ça, là. Mais ça leur prend du temps, je trouve. Sincèrement, beaucoup, beaucoup de temps. Et TikTok s'impose de façon naturelle pour faire des lives de shopping, ce que les autres ne font pas. Puis, si vous regardez les lives sur TikTok, il y en a de plus en plus parce que ça fonctionne. Vous aimez, j'aime ça, regarder ça, vous aimez ça, et c'est rentable pour l'entreprise. J'ai été manger dernièrement un petit peu plus au restaurant que d'habitude. Et le prix du resto me choque à chaque fois. J'ai été manger chez Bouillon d'Albert, c'est reconnu à Paris pour être pas cher. Ça nous a coûté 300$ pour 4, un lundi soir avec une bouteille de vin. Bon, je dis un lundi soir, le lundi, je suis moins prête à dépenser. Ça m'avait un peu surpris, les portions étaient grosses. Euh, Inutilement, tout simplement. 2 os à moelle, est-ce que c'est nécessaire? Un seul aurait été suffisant. J'ai été manger chez Ashton à Québec hier. J'avais jamais mangé chez Ashton. J'ai été depuis le temps que Marilyn en parle, puis elle me parlait tout le temps de son dulton. Une poutine avec la sauce et des saucisses. On est 3. On a juste faim à 3 heures de l'après-midi. On fait des commissions. On arrête là. Ça coûte 50$. Tu sais, à un moment donné, là, on a déjà aux États-Unis 14 grandes chaînes qui ont fermé. Puis on va en voir d'autres. Qui peut se permettre d'aller au restaurant dans ces prix-là? Ça coûte cher, là. Ça coûte vraiment cher. On n'est plus dans le fast-food, là. Ça reste 3 poutines, là. 50$. Rien contre Ashton, là. C'est pareil partout. C'est qu'à un moment donné, ils ont tellement monté les prix qu'ils n'ont pas le choix pour essayer d'être rentables. Même à un moment donné, tu es en train de tuer des gens qui peuvent manger. Là. Tuer ta vache à lait, là. Donc, qui peut se permettre 3 poutines à 50$? Comme l'impression que 2025 va être l'année de grandes fermetures de restaurants. Je ne parle pas d'Ashton, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de restaurants qui vont fermer en 2025. C'est d'une évidence même. Pourquoi? Parce que il reste que le chômage, les taux d'intérêt vont baisser. Donc, on a peur un peu, notre taux d'épargne augmente. Donc, quand tu regardes tout ça, là, hein, à suivre, il va falloir qu'il s'organise. Saint-Hubert qui est obligé de reculer, faire baisser les prix, j'ai hâte de voir en 2025. Là. Insolite, quand il fait chaud, on dit tout le temps aux personnes âgées, faites attention, parce qu'on entend souvent parler d'une personne âgée qui va mourir de chaleur. Mais en 1998 et 2019, le Mexique a fait une étude sur les gens qui ont des coups de chaleur et qui en meurent. Hein? Ben, c'est 32 pour 1. Il y a, en bas de 35 ans, il y a 32 personnes de plus affectées qui meurent de la chaleur pour une personne en haut de 50 ans. La seule chose dans leur étude, c'est en bas de 35 ans et en haut de 50 ans. Donc, il manque entre 35 et 15. Quand même, hein? Ah, je l'ai mis ici, mais j'avais un autre insolite. Elon Musk, comment il peut se faire inviter à Notre-Dame de Paris? Si vous avez la réponse, vous me l'écrirez. On parle de conduire sous l'influence d'alcool, hein, c'est illégal. Sur l'influence de drogue aussi, c'est illégal. Mais c'est pas ça qui cause le plus d'accidents. Il y a le sommeil qui cause beaucoup d'accidents, mais c'est pas ça non plus. Dans une proportion d'augmentation de 6%, les gens qui sont allergiques au pollen, conduire sous l'influence de pollen, hein, donc des allergies, des éternuements à répétition, 6% de plus d'accidents lors des bulletins de pollen élevés. Quand même, hein? 6% de plus d'accidents relatifs au pollen, personne n'en parle. Donc, est-ce qu'on va mettre un autre? Ne pas conduire sous l'influence du pollen. Eh bien, voilà. Je peux dire, mission accomplished. Demain, je retourne dans mon studio. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.
Et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye!